Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Binationalité, particularité culturelle qui permet de posséder simultanément deux nationalités. Génial. Tout de suite, on imagine des hommes et des femmes riches de deux histoires, deux cultures, voire même de langues. Quelle chance! Sauf si vous faites du sport. Et plus précisément, si vous faites du foot. Mais en fait, pour être vraiment précis, si vous faites du foot et que vous avez une de vos deux nationalités qui est africaine. Pourquoi? Parce que quel que soit le pays que vous choisirez, vous allez être soit considéré comme un opportuniste ou un traître par les supporters, vous pouvez être mal perçu par les joueurs locaux et vous pouvez même être au cœur de crises politiques initiées par quelques extrémistes en manque de bouc émissaire. N'oublions pas que pendant plus d'un siècle, la majorité des États interdisaient à leurs concitoyens d'obtenir, enfin du moins d'avoir deux passeports. C'était considéré à l'époque soit comme de la trahison, de la subversion, voire même de l'espionnage. Alors, vous l'aurez compris, quoi que vous fassiez, ça ne sera jamais assez. Au moindre échec, on vous renverra votre binationalité tel un fardeau, là où la plupart le vivent comme une fierté. Alors, to be or not to be nationaux, that is the question, maintenant. Binationaux, fardeau, fierté. Pour parler de ce sujet, je ne sais pas s'ils ont des binationalités, on leur demandera. En tout cas, je reçois Naïm Onium. Salut Naïm. Bonjour Laurent. Naïm, journaliste Eurosport, consultant RFI, toujours. Absolument. Et je reçois mon autre camarade, monsieur Yann Balikouzou. Salut Yann. Salut Laurent. Agent FIBA, agent NBA. Donc, vous l'avez compris, on a le foot d'un côté, le basket de l'autre, même si on va parler un petit peu de tous les sports, bien évidemment, parce que ça ne concerne pas que ces sports-là. Naïm, première question. À partir de quand, véritablement, ce problème, si c'en est un, des binationaux est apparu sur la scène publique et on a commencé vraiment à en parler? Alors il y a deux dates qui font l'histoire. Il y a 1964, l'interdiction de jouer pour deux pays en compétition officielle. Et puis il y a... Parce qu'avant c'était autorisé, on pouvait. Di Stefano est un très bon exemple entre l'Argentine et l'Espagne. Et puis il y a 2009 où on abolit l'âge de choix. C'est-à-dire qu'avant 2009, les joueurs devaient se positionner avant 21 ans. Ce qui fait que le problème se posait dans les équipes de jeunes, mais jamais vraiment dans les équipes premières, en senior. Et puis 2009, la FIFA abolit cette interdiction de l'âge. Et là, on ouvre les vannes puisqu'on peut se naturaliser à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans. Ça a un peu déréglé, on va dire, le marché. Et c'est la FIFA qui l'a décidé, oui. Donc toutes les confédérations... Absolument, elle l'a décidé, c'était en 2009 au congrès de Nassau. D'accord. Bravo. Yann, niveau. En basket, Yann, pour parler juste vite fait de foot et basket, on a aussi ce problème, des binationaux. La règle est la même, 21 ans pour choisir son pays, comment ça se passe? La règle n'est pas exactement la même. En fait, un joueur qui a joué en sélection de jeunes avant ses 20 ans, c'est sur les moins de 20, derrière peut choisir de changer de nationalité. Mais pour ça, il doit être libéré par la fédération pour laquelle il a joué en jeune. Donc il y a une négociation, une discussion entre les deux fédérations, à savoir si c'est possible ou non. Actuellement, au basket, on a le cas de Youssouf Afal, qui est sénégalais d'origine, qui est venu jouer en France à l'âge de 15 ans, je crois, qui veut jouer pour l'équipe nationale, pour l'équipe française, et le Sénégal le retient. Il ne veut pas le laisser jouer, la France essaye de faire le forcing nécessaire pour qu'il puisse jouer, et le Sénégal veut pouvoir l'avoir pour les championnats du monde qui auront lieu cet été en Chine. Donc en fait, il y a des principes, des lois de base, et après, c'est surtout des accords bipartis, quoi. Parce qu'en fait, en préparant l'émission, j'ai regardé, sur beaucoup de sports, il y a une loi, une législation, mais il y a toujours, oui, mais si les deux parties sont d'accord, on peut toujours s'arranger. Il faut savoir que les sièges de toutes les fédérations nationales sont en Suisse, donc ils n'aiment pas trop prendre position. Et il y a souvent des gentleman agreements. Un gentleman agreement, ça n'a pas une vraie valeur juridique. Donc après, c'est de l'arrangement. Il y a quand même, de manière très simple dans le sport, il y a l'indicateur de performance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez avoir un cadre législatif qui autorise X à jouer et qui refuse Y, mais si Y il est meilleur que X, qu'il a une nationalité où il n'a pas de passeport, où il n'a pas séjourné en France, où il n'a pas un parent ou un grand-parent né sur le territoire, mais qu'il est en mesure de vous faire gagner une compétition et de vous faire engranger de l'argent, on trouve ce que monsieur appelle un gentleman agreement. Ça se fait de plus en plus, et évidemment des passerelles, des liens. Dans le football, c'est monstrueux. Alors, messieurs, on va continuer. Je vous propose de regarder d'abord un sujet de Azine Yayaoui qui revient un petit peu sur tout ça et qui nous fait un point sur ce problème, si c'en est un, des binationaux. On regarde. Des athlètes qui changent de nationalité sportive au cours de leur carrière, il en existe un grand nombre et ce dans des disciplines très variées.
Et parmi tous ces sports, c'est le football qui demeure l'un des plus concernés par la binationalité, comme en témoignent les cas récents de Jérémy Morel, devenu citoyen malgache, et d'Andy Delors, désormais éligible avec la sélection algérienne. Des naturalisations qui se multiplient à foison et qui posent forcément une question essentielle. À qui ces changements de nationalité profitent-ils le plus au final ? Si pour une bonne partie des observateurs, les bénéficiaires sont ces sportifs binationaux qui, n'étant jugés pas assez bons pour porter les couleurs de leur pays de naissance, trouvent dans leurs origines un moyen de participer à des compétitions internationales. À l'inverse, ce sont parfois des sélections nationales perçues comme trop faibles et pas assez prestigieuses qui sont vues comme les grandes gagnantes, à l'image du Gabon et de sa star Pierre-Emerick Aubameyang. Un phénomène qui existe surtout entre l'Afrique et l'Europe en raison notamment du passé commun qui lie ces deux continents, mais que l'on retrouve aussi ailleurs. Les footballeurs portugais Deco et Pep ou encore l'espagnol Diego Costa, né au Brésil, ont ainsi opté pour la Roja et la sélection lusitanienne. Mais l'obtention d'une nouvelle nationalité sportive découle aussi parfois d'enjeux géopolitiques, comme par exemple en athlétisme où bon nombre des stars des pistes représentent un pays qui n'a rien à voir ni avec leur origine ni avec leur terre de naissance, à l'instar de la demi-fondeuse Sifan Hassan, éthiopienne de naissance mais qui court désormais avec le dossard des Pays-Bas où elle est arrivée en 2013 avec le statut de réfugiée. Enfin, moins concernés par ce problème il y a peu, le handball et le rugby voient de plus en plus de leurs sportifs professionnels changer de nationalité, à l'image de la sélection qatarienne de handball qui a atteint la finale de ces mondiaux en 2015 avec 14 de ses 16 joueurs qui n'étaient pas des Qataris de naissance, ou encore le 15 de France de rugby où la question des binationaux fait débat depuis un moment. Des naturalisations à tout va qui commencent à poser problème autour de l'équité sportive entre les nations et pour lesquelles il est légitime de se demander si les fédérations internationales réfléchissent suffisamment aux mesures à prendre. Bon, alors autant vous dire que l'équipe de handball de Qatar fait beaucoup parler, on va revenir dessus. Naïm, Yann, on a vu qu'il peut y avoir plusieurs motifs à ce choix compliqué pour de nombreux joueurs. Soit l'équipe n'est pas assez forte, soit le joueur n'est pas assez fort. Bon, il y a l'argent, il y a la politique, il y a beaucoup de choses. Pour vous, Naïm, qu'est-ce qui est le plus gênant ? Quel est le plus gros problème pour un athlète quand il choisit une autre nationalité, de concourir, de pratiquer un sport pour une autre nationalité que celle qu'il a vu grandir ou celle qu'il a formée ? Quel est pour vous véritablement le point qui peut être compréhensible qui d'accroche ? Alors, ce que je peux comprendre, c'est qu'un garçon comme Jérémy Morel, qui a 35 ans, qui est en fin de carrière, qui a des vraies origines malgaches, réunionnaises en plus par son père, et qui est contacté par la fédération, et c'est là où ça tranche avec Andy Delors. Moi, c'est pas ce que dit Dupuis, hein. Ah, alors là, à ce moment-là, il y a des faux... sélectionneur. Alors à ce moment-là, il y a de communication, que... parce que la fédération, elle, s'était positionnée avec... Il a dit que c'est lui qui l'avait appelé, hein. Ça, c'est ce qu'il dit. À vérifier, mais je crois. Donc ça, je peux comprendre qu'un joueur de 35 ans en fin de carrière, avec des vraies origines, participe à un événement historique, parce que Madagascar à la CAN, c'est historique. Je le comprends moins quand c'est par exemple Andy Delors où là on fait preuve d'opportunisme, c'est-à-dire c'est du business pur. Quand un joueur qui n'a jamais revendiqué ses origines, qui sont d'ailleurs très floues en plus, à quel degré, à quel niveau... Enfin, ça ne l'a pas empêché d'avoir un passeport quand même. Ça ne l'a pas empêché d'avoir un passeport, mais ça après c'est le travail et l'image que veut renvoyer la fédération, hein, ça on va en parler. Quand il y a un opportunisme sportif, quand c'est du business, quand on se sert d'une sélection, d'une compétition pour augmenter sa valeur marchande et se faire être beaucoup plus visible, c'est dérangeant parce que là on ne respecte pas la culture, on ne respecte pas le public. Qu'il y ait des accords entre une fédération qui a besoin de s'accrocher à des branches, à des joueurs, et des joueurs qui veulent une sélection pour exister financièrement et professionnellement, moralement c'est pas très beau, mais à la rigueur ça peut se concevoir. Ça pose quand même une question, c'est celle du public. Vous ne pouvez pas acheter une culture, vous ne pouvez pas acheter une intégrité, vous ne pouvez pas acheter un attachement à un pays, à une culture, à une histoire. Et par conséquent son public. Ça c'est gênant. Yann, c'est quoi qui vous choque le plus ? Même si choqué, t'as un mot fort. Je ne suis pas spécialement choqué parce qu'au basket, on a des exemples qui sont un peu fous, qui vont paraître fous. On a énormément d'anciennes républiques de l'Est, du bloc de l'Est, qui prennent un joueur américain, qui le naturalisent. Qui joue comme ça. Le joueur ne parle pas la langue, ne connaît rien du pays. Des fois, il y a des journalistes qui s'amusent à leur demander quelle est la capitale du pays. Ils ne la connaissent pas. Ils les prennent pour une compétition. C'est devenu habituel au basket. Mais ça fait parler, ça choque. Non, ça mais c'est perd clair. de la crédibilité. Ça perd de la crédibilité, mais maintenant, justement, pour essayer de... Ça peut paraître aberrant, mais pour essayer justement de régler ce problème, ils disent, OK, dans chaque sélection, on peut avoir un naturalisé, ça s'arrête là.
on autorise Un la quota, place. en fait. On laisse la place à un naturalisé. Vous faites ce que vous voulez. Alors là, on parle de quota, là où Laurent Blanc en avait parlé un moment en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Là où c'est beaucoup plus dérangeant avec Laurent Blanc, c'est qu'il parle de joueurs qui ont nationalité française quand même. Oui, et il parlait des enfants. Voilà, il parlait d'enfants, de joueurs quand on parle voilà. au basket, on parle d'adultes. Ce sont des hommes, ils sont dans le circuit On est purement professionnel. dans l'opportunisme. Là. Voilà. Oui, Alors, clairement. clairement, Et puis il y a aussi une histoire financière. Pour le joueur, c'est intéressant parce qu'il récupère un passeport Bosman. Donc il ne compte plus dans le quota des joueurs étrangers, il compte comme quota joueur Bosman. Donc un joueur américain de bon niveau avec un passeport Bosman a une plus grosse valeur sur le marché. Et ça commence à être le cas pour certaines sélections africaines. Il y a le meneur Clévin Nana qui a un passeport sénégalais. Mais ce qui est gênant aussi au basket, tu me dis si je me trompe, c'est que le rapport à la sélection nationale est d'abord très flou. Parce qu'un joueur qui joue en NBA, qui est en train de renégocier son contrat avec une franchise... Alors ça, je voulais en parler, on va l'aborder. Naïm a raison de soulever le sujet concernant le basket. On va rentrer, je voulais le garder pour plus tard, mais bon, Naïm, désolé. Toujours aussi pertinent. Prenons le cas d'Yannick Noah, Joachim Noah. Lui, clairement, son club comptait plus que la sélection. Faut pas le prendre comme ça. C'est comme ça qu'on l'a pris. Non, mais ça a été pris comme ça en France. Parce Alors, que il y a une polémique et il a été critiqué. Ça a été pris comme ça en France, mais le problème, c'est qu'il faut connaître Joachim Noah. Il est né à New York, il a grandi à New York, Mais alors pourquoi il le dit pas clairement ? Passé 1 an de sa vie en France. Mais d'accord, lui, il n'a rien demandé. C'est la sélection qui a tout fait, qui a fait des pieds et des mains pour le récupérer. Joachim Noah a un passeport américain, il n'avait pas de passeport français. Il n'a pas de passeport français, c'est la fédération française qui a tout fait pour qu'il ait son passeport. S'appelle Noah ? Bien sûr, c'est pour ça. Parce qu'on a eu le cas de Gonzalo Higuaín aussi. Bien sûr. Mais Domenech avait été cherché en Argentine, tu as un passeport français, bien joué pour la France. Joachim Noah, si tu lui demandes aujourd'hui, il se considère comme un New-Yorkais qui peut avoir un passeport américain, français, camerounais, suédois. C'est la réalité de Joachim Noah. Il a passé qu'un an de sa vie en France. Il en a 4. Il peut en avoir 4. Il a passé qu'un an de sa vie en France. Il a joué une fois un tournoi parce qu'il s'est dit ok, ça peut être sympa pour l'histoire. Mais ça ne l'intéressait pas. Mais pourquoi il n'a pas clarifié la situation ? Il l'a clarifié auprès de la fédération, lui n'a pas communiqué sur cette histoire. Et il a communiqué à aucun moment. Alors quel est l'intérêt pour la fédération de créer cette polémique et de griller un joueur ? La fédération avait besoin à tout prix d'un joueur à ce poste, d'un fort joueur à ce poste, un joueur intérieur, également pour faire un peu jurisprudence. Mais c'est compliqué parce que la fédération française et même la FIBA ne peuvent pas combattre la NBA. C'est deux entités différentes. Et c'est aussi parce que alors Joachim Noah, il a passé 1 an en France, tout ça, mais derrière vous faites jurisprudence pour tout ce qui suit. Les Gobert, les Batum et j'en passe, les Petrus qui négocient des contrats, des sommes astronomiques avec des franchises et qui refusent à Vincent Collet de faire un championnat d'Europe. Ça, je vous dis clairement, dans le football, ça n'existe pas. Parce que dans le football, la sélection nationale valorise le joueur. Mais Naïm, Aubameyang, ça n'existe pas. Alors Aubameyang, c'est un cas différent. La sélection gabonaise, elle est complètement délitée. Et Aubameyang, on le prend plus ou moins pour une truffe. On peut le comprendre. Mais dans les grosses sélections, la sélection nationale dans le football de haut niveau valorise un joueur. J'ai l'impression qu'en NBA, la plupart des joueurs, et on parle de la sélection française, quand même une sélection convenable de basket avec des joueurs de haut niveau, j'ai un peu l'impression que c'est plus un obstacle à la carrière qu'un tremplin. Naïm, si demain on a le projet pour 2020-2021 de ligue fermée au football et si les dates de la ligue, des matchs de la ligue fermée de football coïncident à des fenêtres FIFA, il y aura le même problème au foot. C'est exactement le problème qu'on a au basket. Parce que c'est deux entités différentes, c'est une ligue fermée, la NBA, qui justement a son calendrier. Et si une franchise qui paye un joueur des millions de dollars dit non, cet été tu vas t'entraîner parce qu'il y a trop de risques avec ta sélection nationale, déjà la sélection doit payer une assurance énorme pour que ces joueurs puissent venir jouer. Si la franchise dit ça, le club, la sélection n'a aucun pouvoir. Sur un joueur qui joue en club dans la zone FIBA, la sélection peut dire hop, on a la règle, s'il ne vient pas en sélection, il est suspendu en club. C'est ce qui se passait avec la CAN, qui se joue en hiver justement avec les joueurs africains. D'ailleurs, c'était un peu ça. Yann faisait allusion à 2 calendriers qui se chevauchent. Bien sûr, ouais. Mais même si on ne les interdisait pas, il y a plein de clubs qui n'engageaient pas des joueurs. Ah oui, mais on les a sur les années de CAN. Par rapport là, c'est pour ça d'ailleurs que cette année, la CAN notamment. Je pense qu'au basket, l'interdiction devait être officielle dans les textes. C'est dans les textes. Voilà. Au football, elle n'était pas dans les textes évidemment, mais et bien sûr qu'en sous-main, on interdisait aux joueurs. Mais il y a eu des pléthores de cas à l'époque du Racing Club de Lens quand ils avaient 7-8 Africains dans l'équipe type. Ou au mois de janvier, ils faisaient jouer quasiment la CFA en Ligue 1. Bien sûr qu'à l'époque, Gervais Martel et compagnie mettaient leur veto, tu y vas pas, qu'on leur inventait des blessures diplomatiques, qu'on leur filait une petite prime. Évidemment que ça joue énormément et c'est aussi pour ça qu'on a déplacé la CAN, bien sûr. Alors là, on est sur le point de vue, on parle du point de vue des joueurs. Mais tout à l'heure, vous me disiez, ouais, Morel, c'est compréhensible, il a envie de faire une carrière. Mais ce joueur, Morel, qui débarque dans la sélection malgache, qui va jouer pour la première fois, si je ne m'abuse, la CAN.
Les joueurs qui se sont battus pour la sélection malgache, qui sont malgaches, qui n'ont pas vécu la Ligue 1 à Lyon dans un certain confort, avec un certain salaire et tout, qui voient débarquer Morel, qui au demeurant est un garçon charmant, ils doivent se dire, non mais il prend forcément la place de quelqu'un. Alors moi je vais répondre à votre question par votre question. Les joueurs malgaches qui se sont battus pour les qualifications, c'est qui ? Mais j'attendais que vous me le disiez, ou demain on peut demander à Yann, ils le savent tous, mais... Je pose la question à tout le monde, et même les gens chez eux, qui sont ces joueurs ? Ces joueurs-là, ce sont des joueurs de la diaspora. Dans l'équipe qui a fait les éliminatoires de Madagascar, vous devez avoir peut-être 3-4 joueurs locaux, ou qui évoluent dans les championnats africains. Pour le reste, ce sont que des mecs qui jouent à l'extérieur. Oui, mais dans le foot amateur, Laurent, dans le foot amateur, au FC Gobelin, en CFA2... Mais ils ont encore plus de mérite de s'être arrachés pour la qualification. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que la sélection de Madagascar, comme la sélection du Gabon, on l'a vu dans le sujet, comme dans d'autres sélections, dépend de sa diaspora. Eux, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de s'accrocher aux joueurs de l'extérieur. Et évidemment que quand vous vous appelez Madagascar, vous avez un type qui a joué plus de 10 ans en Ligue 1 qui va vous dire moi je voudrais bien la faire avec vous la CAN. Bien sûr que vous le prenez pour l'expérience, pour l'image, pour encadrer les jeunes. Ça se conçoit. Ce que je ne peux pas concevoir avec l'Algérie, qui a un championnat local professionnel, qui a une diaspora étendue, qui a 4-5 joueurs de haut niveau à chaque poste. Donc là, il y a une différence avec Delors. Delors, il y va pas à la CAN, on est bien d'accord. Il est sélectionné, on verra s'il est dans les 23. On verra s'il est dans les 23. Un bordel sans nom dans la sélection. Mais je suis entièrement de votre avis. Mais il parle arabe, Andy Delors ? Non, il parle pas français déjà. Mais je vais vous dire un truc. Le bordel dans la sélection algérienne, c'est une coutume. Alors à mon avis, on va en reparler de ça. À mon avis, on va en reparler. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on parle de pays comme Madagascar, quand on parle du Gabon, ce sont des pays, et même sur d'autres continents, ils ont besoin de leur diaspora. Bien sûr que c'est pas juste vis-à-vis des mecs de National 2, de National 3 qui ont fait les éliminatoires, des types qui jouent à Saint-Pierre de la Réunion. Je suis entièrement de votre avis, mais il y a une réalité que je parlais tout à l'heure d'indicateurs de performance. Quand on parle de Morel, on est clairement là-dedans. Et les Croates, les Slovaques, quand ils voient un Américain, ils font pas la gueule de se dire mais c'est moi qui dois jouer là. A priori, ils le prennent bien, parce que ça peut les amener justement au championnat. Ils les prennent pour les qualifications, justement pour avoir un... Généralement, ils ciblent un poste où ils ont un déficit, ils prennent un fort joueur qui peut leur amener ce plus pour justement arriver au championnat d'Europe, au championnat du monde. Il y a un cas dans le football, et là pour le coup on ne parle pas d'Afrique, la Pologne. La Pologne, pour l'Euro 2012, c'était à la fin des années 2000, début 2010, ils ont naturalisé Obraniak, Perkis. Exact. Alors Obraniak, je peux le comprendre, il y a une vraie filiation. Ouais. Perkis, pour lui trouver une filiation polonaise, il faut remonter dans l'arbre généalogique. Je peux dire, en plus, c'est un drôle de crétin celui-là. Alors, ces mecs-là ont fait les éliminatoires. Ouais, plus ou moins les Roubaix. Les mecs ont fait. Vous allez vous faire des amis. Vous êtes en forme aujourd'hui. Hein. Très en forme. Les mecs ont fait les éliminatoires, ont fait l'Euro 2012. Mais quand vous allez leur parler aux gars, parlent pas un mot de polonais. Ils connaissent pas l'hymne. Mais dans le vestiaire, vous êtes isolés. Parce que les gars qui jouent en Pologne, dans le championnat polonais, qui eux ont fait les éliminatoires, qui sont copains avec les types qui sont restés sur le carreau et qui voient arriver deux Français, les mecs savent même pas vous dire bonjour, qu'est-ce qu'ils pensent ? Là, il y a un danger. Mais là, après, c'est le travail de la sélection, de la fédération, du sélectionneur, d'expliquer aux joueurs que ceux que vous faites venir, d'abord, il y a une vraie filiation et qu'ils ont besoin, et que vous avez besoin de... Non, mais alors, c'est un aveu d'impuissance des fédérations. Évidemment que c'est un aveu d'impuissance. Même si on peut imaginer que ce sont les premiers bénéficiaires. Ils récupèrent des joueurs ultra formés, ultra pro, alors qu'ils n'en ont pas dépensé une et que c'est un peu la pression qu'à l'aube de la CAN et des grands événements de foot africain, c'est un peu toutes les sélections sportives de foot africaines se réveillent en disant, tu sais que... En filigrane, il ne faut pas oublier une chose, c'est que on parle de sport avant tout, même si on parle d'équipe nationale. Eux, ils recherchent quoi ? La performance sportive. Bien sûr. C'est la première chose qui est recherchée. C'est pas spécialement la représentation, le drapeau, le patriotisme. Ça compte pas. Ça compte un petit peu. Non. Mais la performance sportive avant tout. Bien sûr. Quand vous faites, mais c'est pareil au basket, c'est pareil dans tous les sports. Vous faites une Coupe du Monde, un championnat d'Europe, une Coupe d'Afrique. Vous y allez comme athlète, vous y allez pas comme patriote. Bien sûr. C'est ça le truc. Exactement. Et là, on parle de l'Afrique parce qu'on est sur Stade Afrique et que c'est quand même très récurrent et très visible en Afrique. Mais le sujet le disait très bien, quand les Portugais prennent Deco Pepe, quand l'Espagne ils prennent Diego Costa, quand l'Italie elle prend Thiago Motta et Jorginho. Mais évidemment que c'est pour la performance, évidemment que ces types-là sont pas italiens et que quand on connaît le public italien, ils sont quand même très réfractaires à voir des mecs comme ça arriver dans la sélection. Mais si ces mecs-là vous font passer de la demi-finale à la finale ou de la finale à la victoire, mais bien sûr que vous les naturalisez et que vous pensez à la performance. Exactement. C'est devenu un business. En fait, est-ce que ces joueurs-là, qui sont naturalisés aussi en termes politiques, pour les sélections, c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt. On a un Aubameyang, alors c'est compliqué, on prend beaucoup l'exemple de Aubameyang parce que c'est au cœur du truc, et plus avec la non-sélection du Gabon et tout ça. Mais est-ce qu'on est capable de citer les autres joueurs gabonais ? Est-ce que c'est pas un petit peu une tête de gondole pour les sélections en disant on a des grands joueurs, en fait on en a un qui en plus veut pas jouer. Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de peut-être la performance athlétique pour les joueurs, il y a surtout un aspect politique
pour les fédérations. Évidemment, c'est surtout de l'image, de la pub. Quand Madagascar prend Morel, ils prennent un défenseur de Marseille, de Lyon. Quand le Gabon met en tête de gondole Aubameyang, on prend un type qui a marqué 250 buts en 10 ans. Et quand on est en Croatie ou en Slovaquie, qu'on prend un Américain, c'est parce que le pays est sympa, attrayant et que American Dream. Il peut y avoir un aspect financier en dessous aussi. Ça fait venir la NBA surtout. Non, c'est pas des joueurs NBA. C'est pas des joueurs NBA. C'est des très bons joueurs européens, mais c'est pas des joueurs NBA. C'est des joueurs qui ont peut-être passé une année dans le pays et ils se disent tiens, il est intéressant. Et on a un manque à ce niveau-là dans l'équipe nationale et on va le récupérer. C'est purement pour la performance sportive et pouvoir atteindre se qualifier pour le championnat d'Europe, le championnat du monde ou pour les JO. Je suppose que l'Américain dans le basket a la même image qu'avait le Brésilien pendant très longtemps dans les équipes de foot. Quand tu avais un Brésilien, beaucoup de pays à une époque naturalisaient des Brésiliens. On a eu le Santos avec la Tunisie, il y a eu à l'époque en Ukraine, en Croatie, ils avaient celui qui s'est fait casser la jambe à Arsenal, son nom m'échappe, je sais plus, bref. Tout le monde avait un Brésilien dans l'équipe parce que c'était les meilleurs joueurs du monde, c'était ce type-là. Voilà. Donc c'est un peu comme ça, c'est une pub, c'est du marketing. Quand on veut aller chercher un mec qui a 19-20 ans, qui a fait U17, U18 en France, qu'on lui dit, tu sais, au Gabon, on fait la Coupe d'Afrique, machin, puis tu vas jouer avec Aubameyang, tu vas jouer avec Mario Lemina, la Juve, la Première Ligue, machin, c'est un peu mieux que lui dire, tu vas jouer avec machin et bidule. Ouais. Alors messieurs, on arrive au terme de la première partie, on va commencer la deuxième partie, mais j'ai juste une question rapidement. Est-ce que vous savez quel est un des plus grands joueurs de foot français qui a été sélectionné pour le Koweït? Vous ne le savez pas, on en parle dans la deuxième partie. Sport Palabre, deuxième partie, binationaux, fardeau ou fierté. Bon, on a vu quand même qu'en première partie que c'était pas toujours si simple, mais qu'il y avait quand même un petit supplément d'âme pour certains joueurs de participer à des compétitions sous l'étendard de leur pays d'origine. Toujours accompagné de mon ami Naïm et de mon ami Yann, mes spécialistes foot et basket. Alors on a terminé la première partie, je vous demandais si vous saviez quel était le grand joueur français qui avait fait une sélection pour le Koweït. Alors je sais que vous le savez parce que je vous l'ai dit pendant la pause, mais on va faire croire que vous ne le savez pas. Yann, vous le savez? Non, du tout. Naïm non plus. Eh bien c'est Michel Platini. Incroyable. Et ouais, Michel Platini, alors que je prenne exactement... Michel Platini est retraité international le 17 mai 1987 et en match de préparation face à l'URSS pour le Koweït, il joue officiellement 21 minutes avec le maillot du Koweït, et officiellement parce que c'est dans les archives de la FIFA. Et il joue 21 minutes pour que ce match de préparation qui préparait aux qualifications de la Coupe du Monde 1990. Est-ce que, Michel Platini quand même, est-ce qu'on peut imaginer que Zidane prenne une sélection pour le Qatar par exemple? Est-ce qu'on ne crie pas au scandale? Est-ce que c'est... Ou pourquoi les mentalités ont changé à ce point-là? Très bonne question. Déjà aujourd'hui, c'est pas possible parce que dans les textes, ça ne se fait pas. C'est pas légal. Je pense. Vous voulez dire qu'après ça, ils l'ont changé? Mais c'est la FIFA, c'est légal. Ouais, je comprends bien. Alors, tout à fait d'accord. Si vous voulez vérifier, il y a un super article dans SoFoot, nos confrères de SoFoot, justement. C'est là que j'ai pris le maximum d'informations et vous verrez, ils expliquent tout bien en détail. Non, je vous crois tout à fait. Je pense que on n'est pas dans le même football aussi. Entre 90 et 2019, il s'est quand même passé pas mal de changements. Le Koweït à l'époque. Platini, c'est pas Joe Clodo, quoi. On est bien d'accord, c'est pas Joe Clodo, mais d'abord il est retraité. Oui, mais il est juste à 6 mois avant de prendre la sélection française aussi. Donc il est sans activité à ce moment-là. Il est entre sa fin de carrière de joueur et le début de sa carrière de sélectionneur. Naïm, il fait ce qu'il veut, et puis c'est Platini, et puis d'accord. Mais est-ce que, transposons ça maintenant? C'est pas possible. Impossible parce que d'abord le Koweït à l'époque n'existait pas plus dans le football qu'aujourd'hui. Adaptons-le au Qatar. Mais le Qatar c'est un acteur majeur aujourd'hui du football, ne serait-ce que financièrement. Ça arrose tellement les clubs, les sélections. Non mais dans la symbolique. Dans la symbolique, c'est pas possible. C'est impossible. Zidane, rendez-vous compte. Alors Platini, ça représente la même chose à l'époque, je suis bien d'accord. Mais c'est impossible. Pas possible. Yann, ça vous choque ça? Comment il s'appelle? Michael Jordan qui va jouer pour l'Ukraine. Ça m'étonnerait pas. Si ça arrive. Non, mais honnêtement, non, mais sur le plan. C'est American Dream. Moi, tout est possible. Dans le sport, j'ai oublié, j'ai arrêté de me positionner. J'ai arrêté de me positionner sur le plan de la morale.
Non, j'ai arrêté Mais c'est terrible ce que vous dites. Les gamins qui nous écoutent et qui croient au sport, qui croient mais oui, il y a choses. du sport, mais avec on est tout le temps en train de vanter, notamment ici, on a fait plein d'émissions, Yann, on est en train de vanter les belles valeurs avec du des sport. superstars comme ça. On parle des belles valeurs du sport. Pourquoi des joueurs partent jouer en Chine? Pourquoi des joueurs partent jouer au Qatar? Pourquoi des joueurs partent jouer en Arabie Saoudite? C'est pour les belles valeurs du sport. Non, ça n'étonne plus personne aujourd'hui. Non, mais ça, on parle de joueurs Chine, Qatar, tout ça. Oui, non, mais je veux dire, que mais Ribéry qui termine son jubilé au Bayern après 9 ans. C'est sur le même niveau, c'est sur le même plan. Après 9 ans d'une carrière exceptionnelle au Bayern de Munich. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas juger les joueurs sur le plan de la morale. Moi, honnêtement, même en sélection nationale, je ne les juge plus sur le plan de la morale. Je ne juge pas l'amour du drapeau, le patriotisme, parce que plus rien ne m'étonne à ce niveau-là. Quand vous parlez sans même jouer pour le Qatar, quand Zinedine Zidane s'est positionné en faveur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, il a été très critiqué. Eh oui. Très critiqué. Et là, il a un peu touché à son image. Alors, pas énormément parce que c'est Zizou. Mais non, parce que Zidou, je le connais pas. Ouais, Zidou, moi non plus en plus. Mais voilà, donc il faut faire attention. Voilà, aujourd'hui, s'associer par exemple au Qatar, puisqu'on parle on essaye de transposer ça au Qatar, on parle d'un pays qui n'existe dans le football que par l'argent, qui a une image assez sale de ce qui se passe sur son territoire, ne serait-ce que dans la construction des stades. Et se positionner en faveur du Qatar, c'est insidieusement se positionner en faveur de la corruption et d'une mentalité qui ne va pas toujours dans le sens des droits de l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est pas possible, au-delà des règlements et des machins. Et là, je suis sûr qu'à l'époque, en 90, c'était absolument interdit en tout cas, ça comptait pas réellement. En 90, il n'y avait pas la guerre du Golfe. Mais la France n'était pas dedans aussi, si. Ouais, le Koweït, ils sont un peu impliqués quand même. Ils sont un peu impliqués. Hein, alors, donc là, on parle principalement foot, basket, qui sont deux des sports majeurs sur le continent africain. Mais il s'avère qu'il n'y a pas que là qu'on a ce toujours problème, entre guillemets, des binationaux. En athlétisme, on l'a vu dans le sujet, alors là, on passe de sport collectif à sport individuel. Mais par exemple, Merlène Othé, qui est une des plus grandes athlètes qui existent, qui est d'origine jamaïcaine, c'est ça. On est bien d'accord, hein, j'avais eu un doute, qui désormais court pour la Slovénie. Ça pose aucun problème. C'est pas par mariage? Non, mais je crois même qu'elle en est à sa 3e... Non, parce qu'elle avait dépassé l'âge par rapport à la Jamaïque. Il ne voulait plus les laisser courir, donc par opportunisme, elle est maintenant en slovène et elle a la nationalité slovène pour courir. On l'a vu, des Éthiopiennes qui se retrouvent au Bahreïn, des Kenyans qui se retrouvent au Koweït. On a vu l'exemple d'une sportive qui est maintenant pour les Pays-Bas. Et il semblerait quand même que ce soit assez récurrent et c'est toujours lié à certains pays et notamment le continent africain. Pourquoi, par exemple, si c'est un Suédois qui court pour la Finlande, ça pose aucun problème, personne n'en parle. Si c'est un Russe qui court pour... Alors, il y a peut-être une explication qui vient des minima. Est-ce qu'en Afrique, les minima sont les mêmes que ceux organisés par la Fédération internationale d'athlétisme? Parce que si, par exemple, une athlète qui est d'origine ivoirienne ou sénégalaise court en France, en Allemagne, en Italie, elle est soumise aux minima imposés par la Fédération internationale. Est-ce que ceux imposés par les pays africains où elles vont, est-ce qu'ils sont les mêmes? Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu plus bas et que par opportunisme, pour pouvoir participer à une Olympiade, à un championnat du monde, on ne va pas dans des pays où les minima sont plus accessibles? Si, certainement. Et d'ailleurs, on a l'exemple lié à certains sports très précis, comme le tennis de table, le badminton. Vous regardez le tennis de table, les 6 premières européennes, ce sont 6 chinoises. Badminton, même chose. Et je me suis posé la question à l'inverse. On regarde les équipes de rugby du Japon. Vous avez 2-3 Néo-Zélandais, un Sud-Australien. Je regardais l'équipe de basket du Japon. Alors j'ai été surpris, c'est que des Japonais. On pouvait imaginer que... je crois que c'est un sport puissant, le basket. Assez populaire au Japon. Donc il y a pas mal de playgrounds et tout ça. Donc aussi, il y a cette volonté de nationaliser des sportifs pour exister dans certains sports. Évidemment, c'est aujourd'hui le ping-pong et le badminton. Si vous n'avez pas un ou deux asiatiques dans l'équipe, vous êtes quand même en difficulté. C'est les meilleurs du monde. Vous n'existez pas sur les Olympiades. C'est les meilleurs du monde. Mais c'est clairement les meilleurs du monde. Et quand on parle en première partie d'indicateurs de performance, on est clairement là-dedans. Aujourd'hui, le fait d'exister, c'est s'octroyer les meilleurs. Prenez l'équipe de France de rugby, qui depuis plusieurs années a des performances en deçà. C'est 2014-2015, quand ils veulent naturaliser Rory Cocotte, le Sud-Africain, ça fait un tollé incroyable, parce qu'il prend la place de 3 ou 4 bons joueurs français. En rugby, on n'a pas l'habitude de voir ça quand ils prennent Antonio, pilier, c'est un Fidjien, c'est un Samoa. Parce qu'en France,
on n'a pas l'habitude de ça. On est un pays de rugby, entre guillemets, on a une formation, on a un championnat puissant, il y a des moyens, on voit arriver des étrangers. C'est un scandale. Non, en France, c'est pas ça le problème, Naïm. En France, le problème du rugby, c'est que comme c'est le premier championnat de rugby au monde, toutes les stars internationales viennent jouer dans les équipes françaises, à Toulon, à Clermont, et vous avez plus de jeunes joueurs qui sortent des centres de formation du rugby. Donc du coup, en équipe nationale, en plus ils ont un problème de calendrier qui est catastrophique, parce qu'entre le tournoi destination qui prend la moitié des joueurs et tout, en fait on se rend compte là, quand on parle d'un petit peu de tous ces sports, est-ce que le problème ne vient pas des sélections de jeunes à la base? Je crois Non, je pense pas. Sur les sélections de jeunes, non, je pense pas. Parce que, sur les sélections de jeunes, on a tous les meilleurs jeunes du pays, on n'a pas de problème de nationaux. Par exemple, en foot, dans les sélections de jeunes, 40 à 50% des joueurs sont soumis à la binationalité. C'est une spécificité française. Ça vient de l'histoire française aussi. En Angleterre, aux Pays-Bas, non, ils l'ont pas. En Allemagne, ils l'ont. En Allemagne, ça a été un sujet par rapport aux Turcs. Mesut Özil qui s'est fait. Avant que Mesut Özil arrive, ça a été un vrai sujet en Allemagne. Non, même avant Mesut Özil, oui. Ouais, avant Mesut Özil, ça a été un vrai sujet. Non, mais donc, est-ce que c'est pas un problème lié? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut clarifier dès les équipes de jeunes? Le clarifier dès les équipes de jeunes. Je parle des équipes, des U17, des équipes internationales. Parce que là, je termine Naïm, excusez-moi. Là, on est d'accord que par exemple pour le foot en France, tant que vous n'avez pas joué pour la sélection A, en match officiel. Vous pouvez jouer un match amical. Exact. Vous pouvez encore choisir. On tire le truc. Est-ce que si on le fait. C'est terrible, mais si on ne clarifie pas U17, après c'est terminé, ça veut dire quoi? Revenir comme on faisait avant 2009, c'est-à-dire clarifier avant 21 ans, si c'est possible, mais je crois qu'au rugby c'est comme au basket, avant 20 ans, ça se dessine avant 20 ans. Après rugby, en tout cas rugby, c'est aussi si vous avez vécu plus de 5 ans. Voilà, après il y a toutes les spécificités. Il y a toutes les options que vous voulez, qui de toute façon, le problème c'est que les fédérations ne veulent pas mettre de limite d'âge, parce qu'un joueur moyen à 17-18 ans peut être excellent à 25, et inversement, un joueur très moyen à 18-19 ans, on dit lui il peut aller jouer pour tel pays, on s'en moque. Il peut être exceptionnel 7 ans après et sens inverse. Donc voilà pourquoi aussi on a aboli le système de l'âge, c'est qu'on ne veut pas se priver des joueurs qu'on a formés. La formation ça coûte cher, quand on met des billes sur des gamins du U17, du U18, du U19, c'est pas pour arriver à 25-26 ans, les voir aller jouer pour le Congo, pour le Mali ou pour, je sais pas, la Bolivie si vous voulez. Donc on veut à un maximum rentabiliser l'investissement. Mettre une limite d'âge avant 20-21 ans, c'est quand même se priver d'un sacré réservoir de jeunes. Le problème par rapport à ça aussi, de la limite d'âge, admettons on met une limite d'âge à 20 ans, ça veut dire, là c'est peut-être l'agent en moi qui parle, mais ça veut dire qu'on limite le joueur. Un joueur qui fait toutes les équipes de France de jeunes et qui derrière n'est pas sélectionné en A, on lui flingue la possibilité d'avoir une carrière internationale. C'est ça le problème aussi. Alors qu'il a le choix, il a 2 passeports. Et ça n'a rien à voir avec le football, ça a à voir avec son histoire de vie. Après, c'est le joueur, c'est quasiment du cas par cas. Il faut que le mec se positionne très clairement. On a un exemple parfait en France, c'est Nabil Fekir. C'est ce que j'allais dire. Nabil Fekir. Ça a été une arlésienne cette histoire. Terrifiant. Il donne son accord à l'Algérie. Il voulait jouer pour l'Algérie. Le père avait rencontré le sélectionneur de l'époque. Et puis un jour à Lyon, on lui dit tu sais Coco, vu la saison que tu es en train de faire, les mecs autour de toi qui vont en équipe de France, tu vas y aller, Deschamps te regarde, machin, ceci, cela. Deschamps il vient un dimanche soir, il y a un match à 21h, je sais plus contre qui c'est, il parle à Nabil, il dit moi si tu fais ça, à l'époque c'était pour l'Euro 2016, je t'embarque avec moi. Et finalement, il n'a pas pris l'Algérie, il a pris la France. Mais parce il est champion du monde maintenant. Il est champion du monde maintenant. Parce qu'avec la France, il y avait quand même plus de possibilités d'être champion du monde qu'avec l'équipe d'Algérie. Mais pour Nabil Fekir, combien il y en a qui veulent jouer pour la France et qui de toute façon ils n'ont pas la possibilité, donc c'est l'essentiel des binationaux, Laurent. Mais à partir du moment où vous n'avez pas le niveau, à partir du moment où vous savez que vous ne jouerez pas pour l'équipe de France, il n'y a rien qui vous empêche d'aller pour votre pays d'origine. Djaleni Mboula qui va jouer de ses premières compétitions avec le Congo. Ouais. Parce qu'il a attendu. Et à côté de ça, tu as des mecs qui se positionnent tout de suite. Tu as Cornet. C'est ça. Cornet, lui, à 20 ans, il a dit moi, je vais aller jouer pour la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que c'est parce qu'il avait vraiment une fibre patriotique ou est-ce que parce qu'il avait compris très tôt qu'il n'aurait pas le niveau? Voilà. Quand vous parliez tout à l'heure des quotas à l'époque de Laurent Blanc, oui, il faut limiter parce qu'après, les mecs, les binationaux, arrivés à un certain âge, ils prennent les pays d'Afrique. Mais on parle de quels joueurs? On parle de joueurs qui ont 28, 29 ans, qui sont remplaçants dans des petits clubs de Ligue 1. À quel moment ces mecs-là vont jouer en équipe de France? Jamais. Exact. Alors, est-ce que il faudrait en arriver, est-ce qu'une des solutions serait d'en arriver à ce qu'on voit par exemple dans le cyclisme où on ne court plus pour un pays mais pour une équipe.
l'équipe Groupama, l'équipe Française des Jeux, l'équipe Sky, où on perd, enfin, où on a. Est-ce que c'est pas ça le futur? Est-ce que c'est pas ça la mondialisation? Est-ce que c'est pas un peu. Est-ce qu'on peut pas avoir l'équipe McDonald's contre l'équipe Chrysler, contre l'équipe Netflix? J'ai envie de dire, les deux sont pas antagonistes. On peut très bien. Si on prend l'exemple de la NBA, c'est en train de devenir une ligue mondiale. Il y a une franchise, il y a une franchise au Canada. Ils parlent d'installer une franchise au Mexique. Ils parlent très sûrement, peut-être, c'est dans les discussions, et Paris est aussi pressenti dans les années à venir. En Afrique, mais dans les années à venir, on en a déjà parlé. Donc oui, ça voudrait dire qu'on aurait des ligues mondiales. Mais ça n'empêche pas d'avoir des équipes nationales. Là, c'est pas antagoniste. Yann le disait très justement tout à l'heure, la Ligue fermée dont on parle, la Ligue des champions fermée pour 2024, va d'abord un peu aller dans ce sens, et puis ça voudrait dire tuer le football international. Parce que le football international, c'est les pays, c'est pas la pub, c'est pas les franchises. Mais est-ce que par exemple la Ligue des champions n'était pas en train de tuer le football international? Mais elle l'a tué depuis 10 ans. Elle l'a tué depuis 10 ans. Le football de club a tué le football de sélection depuis 10 ans. La Ligue des champions, dans les faits, c'est une ligue semi-fermée. Si on regarde les équipes qui participent à la Ligue des champions, si on regarde comment les revenus sont reversés par rapport au match, et de toute façon c'est le G14 qui avait fait pression pour cette nouvelle version de la Ligue des champions, dans les faits, c'est quasiment une ligue semi-fermée. C'est toujours les mêmes équipes qui participent. Et l'avantage, c'est que là, en Ligue des champions, le problème de binationalité n'existe plus. Là, il se pose pas. Là, c'est l'arrêt Bosman. Là, c'est l'arrêt Bosman. On a la même chose avec l'Euroleague au basket. Il n'y a plus de nationalité. Tout le monde a 3 passeports, Ouais. et les extra-communautaires. Aujourd'hui, un Brésilien, Thiago Silva, il y a très peu de temps, a eu un passeport français. C'est-à-dire que ça libère une place d'extra-communautaire. Là, c'est la porte ouverte à tout. Hein, là, oui, mais est-ce que maintenant ce problème, alors on va vite parler parce que c'est pas non plus très intéressant, mais on va vite parler un peu de cette polémique autour des politiques. À chaque fois, ouais, il y a trop de noirs, il y a trop de ceci, alors qu'ils oublient que la plupart sont français. Ça, à chaque fois, ça alimente. Alors, il y a les joueurs, ils s'excitent avant les grandes compétitions de foot, et les politiques, ils s'excitent avant les grandes élections. Est-ce que c'est pas aussi l'huile qu'a jeté sur le feu de certains partis politiques qui ont alimenté un petit peu aussi ce problème des binationaux, notamment dans le foot, parce que c'est la vitrine? Moi, je pense que oui, bien sûr. C'est juste de l'opportunisme politique. Quand il y a Georges Frêche, qui pourtant n'est pas un extrémiste, puisqu'il était parti socialiste, dit il y a trop de noirs dans l'équipe de France, il y en a 8 sur 11. C'est de l'opportunisme politique, tout simplement. C'est la vague, ça va avec l'air du temps. On prend l'exemple de la France, avec l'air du temps en France, tout simplement. Les politiques vont juste avec ce que l'opinion publique peut penser. Et ils vont avec, ils utilisent ce qu'ils peuvent utiliser. L'équipe de France a une exposition énorme quand il y a des compétitions internationales. Et ben ils utilisent ce point-là pour essayer de rameuter des gens à leur cause. Et c'est pas récent, parce que la Coupe du Monde l'année dernière, quand vous vous souvenez de cette affiche avec tous les joueurs, avec les petits drapeaux. Oui, alors vous le disiez très justement dans votre lancement, la plupart, la quasi-totalité d'ailleurs, sont nés en France. Il ne faut pas confondre le binational et le français d'origine. Après, la politique, c'est aussi du populisme. L'équipe de France, les gens s'identifient à ça, c'est exactement ça. On s'identifie plus facilement quand on est français à Hugo Lloris, à Antoine Griezmann, qu'à un N'Golo Kanté, qu'à un Umtiti ou qu'à un Pogba. Ça, après, c'est que du populisme. Mais les médias jouent un rôle quand même essentiel là-dedans. C'est qu'on relaye énormément de choses, beaucoup de débats qui au départ n'ont rien à voir avec ça, virent sur le cas, alors soit des nationalités, soit de l'appartenance sociale, des banlieues et des machins. Ouais. Les médias ont aussi contribué un petit peu à foutre le souk, entre guillemets. Complètement d'accord avec ça. Alors, un autre problème qui peut être lié justement à ces polémiques, est-il incroyable et totalement utopique d'imaginer qu'un jour, il peut y avoir une législation commune à tous les sports, à toutes les fédérations. C'est-à-dire que tous les sports, tous les grands sports majeurs disent, voilà, concernant les joueurs, 20 ans c'est choix, ou c'est absolument pas possible et non, c'est pas utopique de le penser. Après, il faut voir quelque chose, c'est que les enjeux financiers ne sont pas les mêmes pour tous les sports. Et que quand on naturalise un joueur de ping-pong ou un sprinter, on naturalise pas un joueur de foot, et que les enjeux financiers qui pèsent sur le joueur et sur les compétitions ne sont pas les mêmes. Le jour où on harmonise ça, on peut harmoniser les... Pour moi, c'est impossible. Chaque sport a ses spécificités. La plupart des litiges du sport proviennent du foot, très souvent, et ensuite découlent quelques années après sur les autres sports. Mais pour moi, c'est impossible. On n'a pas les mêmes problématiques au foot, au basket, ou au rugby, au hand, et ainsi de suite. Donc non, c'est pas possible d'ériger une règle pour un sport. Notamment, on va ériger une règle pour le football, et je rejoins Naïm sur ça, les enjeux financiers au foot sont énormes. Donc les intérêts ne sont pas les mêmes. Et ériger ensuite une règle pour le volleyball, qui est un peu un parent pauvre du sport, un petit peu, n'a pas les mêmes soucis. C'est pas possible de gérer les mêmes choses, parce qu'en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on refuserait une carrière internationale à un joueur.
Et ça, c'est pas possible. Mais alors, et parce que j'ai promis qu'on en parlerait en début de deuxième partie, si on reprend l'exemple de l'équipe de hand du Qatar, est-ce que là, en fait, tout ce qu'on vient de dire pendant 40 minutes est voué à rien, puisqu'on a l'exemple de l'équipe du Qatar. Les autres équipes ont accepté de jouer contre soi-disant une équipe de Qatar sur lesquelles c'est 16 joueurs, 14 étrangers. 14 sur 16, ouais. On va au-delà de même ce qui est possible d'imaginer et de concevoir. Comment les instances ont accepté ça? Comment les autres équipes ont accepté ça? Comment on perd toute crédibilité? Quelle est la règle au Qatar pour avoir un passeport qatarien et être considéré qatarien? En fait, ils sont allés dans la zone grise des règles. Ok, on les considère comme qatariens, on les a naturalisés, ils ont un certificat de nationalité. Qu'est-ce qui peut empêcher d'être qatarien? Si leur législation pouvait faire en sorte que ces joueurs-là soient qatariens pour je ne sais quelle raison, et qu'ils aient leur certificat de nationalité, qu'ils aient leur passeport, qu'est-ce qui peut faire dire à la FIFA ou à la fédération de hand plutôt non, ils ne sont pas qatariens, ils ne peuvent pas jouer. Regarde. Ah oui, mais comment se fait-il que les autres... Donc en fait, voilà, la seule valeur du sport... Mais si les autres ne veulent pas jouer contre eux, c'est eux qui vont prendre une sanction. Malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Donc la seule valeur du sport qui compte maintenant, c'est l'argent. C'est pas une des seules valeurs, mais c'est une composante qui est non négligeable. C'est là tout net. Quand le Qatar il achète les championnats du monde de handball, il arrose combien? Il donne combien à la fédération internationale? Mais évidemment que c'est ça. Politiquement, les vertus du sport, on ne peut pas refuser à un pays d'organiser une compétition ou de ne pas participer. Ça va à l'encontre des règlements. Et quand ce pays-là, en l'occurrence, n'est pas un pays de sport, n'a pas d'équipe de foot, n'a pas d'équipe de hand, mais qu'il a des masses de billets et qui peut arroser la fédération sur 20 ans, voilà. Mais c'est triste, mais on est d'accord là-dessus. Ouais. Mais c'est la réalité. Donc pour terminer, malgré tout, on va essayer de terminer sur une bonne note. Est-ce qu'en fait la binationalité c'est pas l'avenir tout simplement et qu'à un moment ou à un autre ce sera même plus un sujet de conversation parce que l'évolution de nos sociétés vont faire que tout le monde sera plus ou moins binational? C'est déjà le présent, je pense, la binationalité. C'est simplement qu'il faut légiférer autour pour que ça ne soit plus un fardeau et que ça ne soit plus un business. On est en plein dedans. Donc c'est une réalité qui va continuer à perdurer. Parfait, messieurs, merci beaucoup. C'était comme à chaque fois un immense plaisir de vous recevoir. Nous, on se revoit très très bientôt, a priori la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez voir l'ensemble des émissions de Stade Afrique sur notre chaîne officielle Facebook, YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver. La semaine prochaine, encore un Sport Palabre avec un sujet encore un peu touchy. À très bientôt.